Bonjour Lucas Planavergne. Bonjour Maxime. Journaliste au JDD, ravi de vous retrouver comme chaque samedi à ce micro. Et bonjour Brice Sokol. Bonjour Maxime. Essayiste et politologue, merci d'être avec nous ce matin. C'est vrai que quand même cette scène était inattendue, ça n'était pas clairement dans les agendas de nos journalistes politiques ici, et je crois en France tout le monde a été un peu surpris de voir ce Premier ministre s'exprimer, le teint un peu blafard et incertain, pour dire notamment non, je n'utiliserai pas le 49.3. Oui bien sûr, nous devons voir et nous devons revoir notre système de retraite, et on a su en plus que dans les suivantes conversations, en réalité, il y a eu ce débat sur la haute taxation d'un patrimoine financier, quelque chose de flou pour donner clairement des gages à la gauche. D'où cette question, est-ce que le Premier ministre a raison politiquement de faire confiance à la gauche? Brice Sokol. Alors plus largement, on a vécu quelque chose d'extraordinaire depuis 4 mois, en tout cas d'atypique. On a eu un ancien Premier ministre qui a demandé un vote de confiance pour partir. Et on a un nouveau Premier ministre qui décide de renoncer au 49.3. Il décide de renoncer au 49.3. Vous savez, le 49.3 a été utilisé, usus abusus fructus, un peu avec beaucoup de violence par le président de la République, notamment lors de la réforme des retraites. Je crois que Madame Borne l'avait utilisé 23 fois. Alors le record, c'est Michel Rocard. Donc oui, c'est toujours les deux emblèmes du 49.3, Michel Rocard et Elisabeth Borne. Oui. C'est un outil qui peut brutaliser les institutions et qui peut donner une image très brutale et porter atteinte pour beaucoup de personnes à ce sentiment démocratique que veulent les gens. Néanmoins, renoncer comme l'a fait hier le Premier ministre au 49.3, c'est retourner, c'est pas retour vers le futur, c'est retour vers la 4e République. C'est-à-dire, le général de Gaulle voulait le 49.3 pour avoir de la stabilité. Pour trancher, en réalité. Et pour corriger les excès du parlementarisme. Et là, on redonne, entre guillemets, les pleins pouvoirs au Parlement à un moment où il n'y a pas de majorité et à un moment où les partis politiques n'ont jamais été aussi faibles. Lucas Planavergne. Alors moi j'aurais la lecture un petit peu inverse, c'est-à-dire que finalement je trouve que Sébastien Lecornu a fait un petit move, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire que ça lui permet à la fois justement de renouer avec cet aspect démocratique, mais aussi et surtout il met le Parti Socialiste en face de ses contradictions. C'est-à-dire que ça fait des semaines, des mois qu'Olivier Faure réclame le non-recours au 49.3, l'abandon du 49.3, notamment sur le volet budgétaire. Et effectivement, Sébastien Lecornu acte cette rupture et donc met le PS dans l'embarras. On a contacté au JDD un petit peu de parlementaires socialistes qui sont aussi surpris que vous, Maxime, de cette annonce de Sébastien Lecornu et qui sont assez embêtés dans le cas où ils voudraient tout de même voter la censure et comment ils la justifieraient. Donc voilà, c'est une manière pour Sébastien Lecornu de pousser la gauche dans ses retranchements. Effectivement, vous l'avez dit, il a évoqué également la réforme des retraites, mais je m'arrête un instant sur ce que vous dites quand vous assurez en effet que le Premier ministre a essayé de faire un move. Est-ce que justement le problème, et pour essayer de non pas de vous mettre d'accord, mais de continuer à creuser la tranchée de vos désaccords, si je puis me permettre, mes camarades, est-ce qu'il n'y a pas un sujet sur le fait quand même qu'il n'a fait peut-être qu'un move, c'est-à-dire juste quelque chose pour gagner du temps, Brice Sokol? Moi je partage complètement votre avis. Je pense que la raison principale est de gagner du temps. Gagner du temps parce qu'il faut bien que nos auditeurs comprennent. Si au terme de la discussion budgétaire, on repart à zéro, c'est-à-dire que les parlementaires ne se mettent pas d'accord, on vote ce qu'on appelle la loi spéciale. C'est-à-dire qu'on a un budget qui est le budget de l'année N-1. Donc on gagne du temps et on repart de nouveau sur une discussion budgétaire jusqu'au municipal, où on peut prendre prétexte des municipales pour encore gagner du temps. Et la deuxième solution, c'est on laisse les débats s'éterniser. Vous savez, c'est 70 jours. Il faut que dans les 70 jours, le Parlement ait décidé d'un budget. Et donc on peut bloquer, c'est-à-dire qu'on peut déposer des centaines d'amendements et on peut finalement ne pas avoir de budget après ces 70 jours. Et à ce moment-là, le gouvernement utilise les ordonnances. Absolument. Donc c'est une manière aussi pour le gouvernement et pour le Premier ministre de gagner du temps et peut-être de protéger le président de la République. Lucas Planavergne. Après, il est sûr, comme on l'a dit précédemment, que ça a au moins le mérite de replacer le Parlement au centre du jeu. Et à mon avis, c'est les résultats des élections qui obligent à cela. Maintenant, jusqu'à présent, on parle un petit peu de politique politicienne, si je puis dire. Et si on prend un peu de hauteur, c'est vrai que nous-mêmes, en tant que spécialistes, en tant que journalistes politiques, on a du mal à se passionner sur ces tractations. Alors, j'ai du mal à imaginer croire, les Français lassés
nos auditeurs, les Français, devant ce spectacle navrant qui, à mon avis, illustre aussi bien la capacité de dialogue de Sébastien Lecornu que le capharnaüm politique dans lequel la France est plongée depuis maintenant des mois. Ça, c'est une réalité. Jamais les Français, la parole républicaine ne s'est aussi éloignée de la politique nationale. Les Français font confiance, on le disait tout à l'heure, à leurs élus locaux. On est à 5 mois des élections municipales. L'élu local, on voit ce qu'il fait. Voilà, on l'entend. Mais excusez-moi tous les deux, quand je vous entends, j'ai l'impression d'entendre les mêmes arguments, non pas que ce soit faux ce que vous dites, mais quand je vous entends Brice Ockol dire en réalité il gagne du temps parce qu'il y aura les discussions budgétaires, puis peut-être encore après les municipales, c'est déjà ce qu'on disait avec François Bayrou et à un moment ce qu'on essayait de faire avec Michel Barnier, c'est-à-dire de voir l'emploi du temps jusqu'au moment où on pouvait en gagner encore un peu plus, encore davantage. Et quand je vous entends ensuite, mon cher Lucas, bon, si les Français sont pas passionnés, est-ce que là on vient pas tout simplement d'arriver à une sorte de plafond de verre où oui, il faut l'assumer, les Français, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de gouvernement, mais dans le fond, ils s'en fichent un peu. Oui. Sébastien Lecornu, il est identifié comme macroniste, donc ils veulent tourner la page, et qu'on est quand même un peu dans une situation plus que délicate. Il est identifié comme macroniste dans l'ensemble de la population. Je suis même pas convaincu qu'il soit identifié comme Premier ministre, pour le moment, et comme chef de gouvernement. Donc ça, c'est une des premières complications. Et effectivement, là, on touche au summum de la lassitude, à mon avis, des Français envers ce spectacle. Et voilà, il est sûr qu'on s'éloigne clairement des besoins concrets de la population, et ce qu'on constate et ce qu'on peut constater très clairement, c'est que ça fait 25 jours que nous n'avons pas de gouvernement, que c'est un record très largement battu sous la Ve République, et quelle différence concrète dans la vie des Français, je me le demande. Les Français ont le sentiment qu'en fait ils vivent dans un monde parallèle. Mais il y a un vrai sujet quand même, c'est-à-dire que vous avez remarqué quand même que le taux d'épargne des Français n'a jamais été aussi élevé depuis 1945. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confiance. Vous avez remarqué que les entreprises investissent de moins en moins, que les commandes se ralentissent. Donc ce climat en revanche, politique, c'est la faute des politiques, plus que du climat. Parce que... Ce climat politique, cette non-décision, en fait, entraîne dans le secteur économique et chez tous les Français, dans nos ménages respectifs, du doute et du manque de confiance. Et vous savez très bien qu'en économie, si vous n'avez pas de confiance, ça ne fonctionne pas. Et donc, le sujet, il est là aujourd'hui. C'est que cette crise qu'on pourrait penser très éloignée de nos préoccupations, finalement, impacte indirectement la vie économique de notre pays. Bien sûr, et puis en plus avec ce résultat, on le voit bien, qui est de provoquer, on va dire, une cascade d'événements, que ce soit au niveau économique ou au niveau politique. Est-ce que Sébastien Lecornu a eu raison de faire confiance à la gauche? C'est en tout cas la question qu'on vous posait, notamment sur le site Sud Radio, l'application et bien sûr les réseaux sociaux. Non, à plus de 92%, avec notamment les commentaires suivants. Patrick qui nous dit, mais enfin soyons francs, la confiance, ça n'existe pas en politique. Ils n'attendent tous qu'une chose, c'est 2027, et dès qu'ils pourront appuyer sur le bouton, ils le feront. Et puis Lupérion, par exemple, qui nous dit, parce que Lecornu n'est pas de gauche lui-même, à l'instar de certains fidèles de Macron, on pourra aussi se poser une question, même s'il faut quand même rappeler que le Premier ministre est de droite. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été dans ce studio ce matin. Brice Ockol, politologue et essayiste, et Lucas Planaverne, journaliste au JDD, qui doit filer aussi, parce qu'il y a un journal à boucler d'ici demain, mon cher Lucas. Merci beaucoup d'avoir fait un tour, exactement, à faire un tour dans ce studio.